Bienvenue à vous dans cette nouvelle compile d'un œil sur l'horreur. Aujourd'hui, vous allez redécouvrir deux de mes chroniques consacrées aux mini-séries Netflix. Demeure pour commencer et Le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode d'un œil sur l'horreur. J'ai vu Demeure en entier et je vous en donne mon retour. Je vais commencer par vous parler d'adaptation d'histoires vraies et des libertés prises par rapport à la réalité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je regarde un film historique, je ne peux pas m'empêcher, dans certaines séquences, de me demander si les choses se sont déroulées réellement ainsi. Alors j'entends bien sur le fond, la réalité est là, mais dans le détail, les relations entre les personnages, à moins d'avoir été là avec eux, on ne pourra jamais répondre à cette question, bien évidemment. Vous vous doutez bien que lorsque j'ai regardé Demeure, cette impression, je l'ai souvent eue. Je vous rassure, ça ne m'a pas gâché la série non plus. Alors je l'ai dit dans une précédente vidéo, le personnage de Demeure est brillamment interprété. Et dans la série, on voit de la part de Demeure quelques tentatives d'adaptation à la société. Peut-être Demeure se disait-il qu'il fallait qu'il ait une vie sociale. En tout cas, le parcours de Demeure a été particulier. Il a quand même été un citoyen américain qui a exercé différents jobs, qui a fait l'armée et qui a fini ses jours en prison. Toujours par rapport au personnage de Demeure et à sa relation aux autres, il y a ses parents. La série nous montre à quel point il est insurmontable d'être le père ou la mère de Demeure. En plus des parents de Demeure, il y a aussi le personnage de la voisine dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Les parents, cette voisine et quelques enquêteurs sont des personnages récurrents. Les personnages des familles de victimes sont très présents dans la série. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé que c'était les personnages auxquels on s'identifiait le plus. En somme, le souffle d'humanité dans la série passe principalement par eux. En tout cas, ce qui est bien vu et bien écrit, c'est qu'on voit chaque personnage de la série évoluer. Tout au long de ces épisodes sont traités les thèmes de l'homophobie, du racisme, de la peine de mort, mais aussi de la religion. La notion de spirituel s'invite donc dans la série. On a affaire à la question du pardon, à la place de Dieu, et aussi à la place du diable. Et tout cela se déroule à travers un voyage dans le temps dans l'histoire contemporaine de l'Amérique. Alors là-dessus, je ne sais pas pour vous, mais la construction narrative, moi je l'ai trouvée réussie. Il existe une fluidité quand on passe d'une époque à l'autre, et le spectateur a toujours les bons points de repère pour comprendre le moment qu'on lui montre. J'ai lu que beaucoup d'entre vous avaient trouvé qu'il y avait des longueurs dans Demeure. Alors on le sait, il y a maintenant deux principales façons de regarder une série. On la binge-watch, ou on se pose de temps à autre. Pour celles et ceux qui aiment le binge-watch, évidemment, c'est pas 24 heures chrono. Les séquences qu'il y a dans toutes les séries où les personnages sont en questionnement, notamment philosophique, sont légion dans Demeure. Je comprends que chez certaines et certains, ça puisse briser le rythme par rapport à vos attentes. Je trouve que ces moments-là passent mieux dans la série quand on la regarde 2 épisodes, par exemple. Maintenant, mon avis, c'est que la série aurait pu être plus courte. Il y a beaucoup de messages et d'intentions que l'on comprend du premier coup. Sur ce sujet et sur les autres que j'aborde dans la vidéo, ça me ferait plaisir d'ailleurs d'avoir votre retour. Je vous ai dit que le personnage de Demeure était brillamment interprété, et dans l'ensemble, j'ai trouvé que tous les comédiens étaient convaincants. À ce sujet, j'aimerais vous parler du personnage de Tony Hughes. La série nous présente Tony Hughes comme ayant été le petit ami de Demeure. Demeure a déjà beaucoup d'assassinats à son actif lorsqu'il rencontre Tony Hughes. Un épisode entier est dédié à leur relation. Tony Hughes, évidemment, a été une véritable victime de Jeff Demeure. Tony Hughes était noir, homosexuel et sourd-muet. Dans la série, le jeune homme est bienveillant, on s'attache facilement à ce personnage. En tant que spectateur, on a évidemment peur pour lui, parce qu'il a rencontré la mauvaise personne. Le jeune homme veut devenir mannequin, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un battant. Il symbolise donc le talent brisé en plein vol, dans les griffes du mal. Parce que qu'il tue ou qu'il ne tue pas, Jeff Demeure fait perpétuellement du mal aux autres. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé que Jeff Demeure, c'était un peu ce tourment qui peut venir nous frapper à n'importe quel moment de la vie. Demeure est une série sur l'inexorable injustice. Un mot sur le milieu carcéral qui est représenté dans la série, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cet adage. On mesure le niveau de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses prisonniers. Et là, c'est vraiment flagrant dans la série, la société ne sait pas quoi faire de Jeff Demeure. Il est en prison malgré de sérieux antécédents psychiatriques, c'est le moins qu'on puisse dire, et la mort qui rôde autour de lui en détention est représentée par un autre prisonnier qui a lui aussi de graves problèmes psychologiques. En conclusion, je dirais que l'exercice est réussi. Les showrunners, scénaristes, réalisateurs et réalisatrices de la série ont bien mené leur barque. Il n'était pas simple de raconter l'histoire vraie d'un tueur qui n'était ni motivé par le racisme, ni par l'homophobie, ni par la haine de l'autre tout simplement. Car c'est montré dans la série, Demeure le dit à son procès, il n'avait de haine pour personne. La série ne répond évidemment pas à la question pourquoi Demeure était ainsi. Des pistes sont avancées et reviennent souvent dans la série, les médicaments que sa mère prenait pendant la grossesse, le fait que son père les attirait vers des activités macabres, pensant faire de lui un grand scientifique.
Des troubles psychiatriques pendant la petite enfance qui n'ont jamais été soignés? Nous n'avons jamais de réponse. Dahmer lui-même ne sait pas pourquoi il est comme ça. Le curseur de la recherche de vérité est poussé jusqu'à chercher à analyser son cerveau après sa mort. À ce sujet, un autre tueur en série, Gacy, est aussi présenté dans la série. Il est également évoqué l'analyse du cerveau de Gacy dans la série, et cette analyse n'a rien donné. Somebody is being killed. It's like our people don't count. No matter what we do, they never listen. Oui, l'Amérique a ses tueurs en série. Pourquoi il n'y a pas de réponse définitive à cette question? Je crois que quelque part, malgré un exercice réussi, Dahmer a désarçonné les auteurs de la série. Et d'ailleurs, il ne s'en cache absolument pas, puisque comme je le disais, aucune réponse ne nous est réellement apportée. Dans ce nouvel Hollywood qui cherche des points de repère entre les coupables et victimes de la société, il y a simplement cette honnêteté de nous avouer que Jeff Dahmer sort complètement de ses nouveaux radars. Voilà, mon débrief sur cette série très suivie est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai vu l'intégralité de la série Le Cabinet de Curiosité par le maître du fantastique, Guillermo del Toro. Welcome to my cabinet of curiosities. 8 films, 8 réalisatrices et réalisateurs, et un casting d'enfer. Je vais faire un décompte des épisodes pour arriver petit à petit à celui qui m'a plu le plus. Je vais commencer par l'autopsie qui est l'épisode 3. Ce que j'ai trouvé bien vu dans cet épisode, c'est la relation entre les personnages, un shérif et un médecin légiste vieillissant. Dès le départ, c'est annoncé par le narrateur, qui est Guillermo del Toro, et je vous avais dit dans une vidéo précédente que c'était une formule qui me plaisait lorsqu'il y avait un narrateur au début. Donc dès le départ, c'est annoncé, on va nous parler de vie extraterrestre. En version totalement horrifique, vous vous en doutez bien, et puis d'ailleurs c'est aussi dans le titre, c'est sûr, il va y avoir de la chair dépecée. Le côté métaphysique de cet épisode ne m'a pas déplu, mais c'est pas celui que j'ai préféré. En somme, après un bon démarrage, une ambiance bien posée, j'ai trouvé qu'il y avait un essoufflement pour arriver à un final surprenant, certes, mais j'ai trouvé que l'épisode traînait un petit peu, oui, effectivement. En numéro 7 de mon classement, Murmure, qui est le 8e et dernier épisode. Avec entre autres Andrew Lincoln, qui est, comme vous le savez, Rick dans la série The Walking Dead. Il faut savoir que cet épisode est d'après une histoire de Guillermo del Toro lui-même. J'y ai perçu, même si ce n'est pas lui le réalisateur, une œuvre très personnelle. Il s'agit là d'une histoire qu'il tenait à nous raconter. Beaucoup de symbolique, beaucoup de messages, beaucoup de tristesse, de mélancolie dans cet épisode aussi. Même s'il m'a touché, cet épisode ne fait pas partie de mes préférés. J'avoue, je suis honnête avec vous que cet épisode ne correspond pas aux attentes que j'avais de la série. En 6e position, l'épisode 6, Cauchemar de passage, avec Rupert Grint, qui est, comme vous le savez, Ron dans Harry Potter. Alors là, je sais, on va me dire, attention, on est sur du lourd, c'est quand même du Lovecraft, ce célèbre écrivain fantastique horrifique. En plus, Guillermo del Toro en est absolument fan. Donc on se dit, même si l'exercice d'adapter Lovecraft n'est pas facile, s'il y a bien quelqu'un qui saurait le faire, c'est Guillermo del Toro, même si c'est pas lui qui réalise, il est quand même à la tête de la production et à la tête de l'écriture. Je sais que la présence de celui qui a interprété Ron dans cet épisode a fait que vous êtes très nombreux à avoir adoré cet épisode en particulier et même à l'avoir placé premier de votre propre classement. Alors l'épisode ne m'a pas déplu, mais là encore par rapport à mes attentes, je l'ai trouvé long. Surtout que, et je vais bientôt vous en parler, il y a une autre adaptation de Lovecraft dans Le Cabinet de Curiosité qui m'a beaucoup plus plu que celui-ci. En 5e position, l'épisode 2, Les rats du cimetière. Alors, pour le coup, j'ai trouvé que là, on avait vraiment une pure ambiance Lovecraft. Un port de pêche crasseux, des souterrains sombres, la ville des sorcières, et évidemment des créatures terrifiantes. Les créatures sont très nombreuses dans la série, ça là-dessus, c'est un festival. Mais alors, le rat géant dans cet épisode-là, il vaut vraiment le détour. Alors, une mention spéciale pour les rats du cimetière parce qu'il joue sur les phobies que l'on peut avoir vis-à-vis de certains animaux. En 4e position, je vous ai déjà parlé de celui-là, l'épisode 1. Qui s'appelle le lot 36. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le lot 36, c'est l'Amérique de la débrouille, c'est le fait aussi de se mettre en danger avec des forces qui nous dépassent pour pouvoir se sortir de la mélasse dans laquelle on se trouve. Donc si vous voulez voir un épisode qui parle de forces qui nous dépassent, en mon sens, c'est celui-là le plus complet. Restez bien jusque la fin parce que je vais être très loquace en ce qui concerne l'épisode qui m'a le plus plu. En 3e, l'épisode 4, la prison des apparences. On peut pas faire plus explicite comme titre. Alors, ce qui m'a plu, c'est cette critique réussie, selon moi, de la société de consommation. La performance de Kate Misucci dans cet épisode est époustouflante. En plus, j'ai trouvé que dans cet épisode, il y avait une scène très choquante et très gore. Elle fait très mal. Attention, accrochez-vous. Attention, on arrive dans les 2 premiers. 2e position, l'exposition. On retrouve Peter Wheeler, l'acteur mythique de Robocop, en milliardaire excentrique. Là, il y a une critique de l'élite autoproclamée parce que même quand ce milliardaire qui invite à un happening, on va dire artistique, un certain nombre de membres de l'élite également, même donc quand ce milliardaire fait des compliments aux autres qui appartiennent au même monde que lui,
Il le fait avec une certaine condescendance. C'est quand même fort. Il veut exister, il cherche à être absolument le centre des intérêts, il ne ménage pas ses efforts et les effets pour pouvoir obtenir ce résultat auprès de ceux qui lui ressemblent. Quand je dis ceux qui lui ressemblent, c'est ceux qui sont effectivement à un moment donné les membres d'une élite. Tous les épisodes sont esthétiques, mais celui-ci m'a bluffé en particulier pour son décor et sa photographie. Ça se passe en 1979 et même si tous les épisodes sont plus ou moins des voyages dans le temps, ce voyage dans le temps-là est en mon sens le plus réussi de tous. Vous me direz ce que vous en pensez, mais l'épisode traite particulièrement du transhumanisme, voire de l'immortalité, de cette immortalité que certaines personnes possédant beaucoup matériellement appellent de leur vœu. Attention, roulement de tambour, je vous dévoile mon numéro 1 qui s'intitule Le Modèle et qui est l'épisode 5 de cette série. Le Modèle qui est aussi une adaptation de Lovecraft. On y retrouve Ben Barnes qui est le prince dans Narnia et qui a également interprété au cinéma un personnage horrifique qui s'appelle Dorian Gray. Tout comme l'exposition, cet épisode m'a particulièrement bluffé de par ses choix esthétiques. En effet, cet épisode nous parle d'art. L'exposition nous parlait d'art aussi, je vous ai parlé d'un happening à l'intérieur du scénario, mais l'épisode Le Modèle rentre dans le détail de ce qu'est la création artistique. Donc il y a beaucoup d'élégance dans les costumes, les décors, voilà, ça c'est acquis, c'est quelque chose, en mon sens, qui est très plaisant à regarder. Alors ça commence en douceur, on voit des modèles qui se prêtent à l'exercice aux beaux-arts, donc on nous montre la chair extérieure et l'inspiration qu'elle a sur l'artiste. Très vite ça se gâte, on met les artistes en concurrence, et là clairement l'épisode nous indique que mettre les artistes en concurrence entre eux les éloigne de la vérité, les rend aigris et les met en danger. Mais là n'est pas l'essentiel. Très rapidement, on en revient à ce qui fait la marque de fabrique de Lovecraft. De la chair extérieure dont je vous parlais, on va bientôt arriver sur la chair intérieure, sur les entrailles, mais également sur les membres et les entrailles nécrosées. Ouais, ça ouvre l'appétit. Alors on a notre lot de créatures inquiétantes, particulièrement le monstre final, et ces apparitions monstrueuses sont les incarnations de la vérité que chaque artiste recherche en somme. Mais cette vérité est repoussante, agressive et elle fait peur. On a de très beaux effets sur des œuvres d'art qui s'animent, ça les rend d'ailleurs très inquiétantes. Je vous parlais de la vérité à partir du moment où elle se dévoile à un enfant et il en perd son innocence. The darkness has a way. Et pour en revenir à Lovecraft, on plonge vraiment dans un univers de peur quand la femme du personnage principal évoque, comme ça, l'air de rien, le spiritisme. Les ténèbres sont là, ça se termine dans une apothéose sortie des ténèbres, et l'épisode nous montre bien que l'artiste est quelqu'un qui a peur de perdre les siens. Welcome to my cabinet of curiosities. Voilà, ce numéro spécial d'un œil sur l'horreur est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, merci de mettre un petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez ne rien rater de mes rendez-vous ciné.